Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour cette émission spéciale en direct de Vienne, de l'UEGW, qui est un congrès de gastro-entérologues international, puisqu'on peut dire qu'il n'y a pas que l'Europe en fait qui est conviée à ce congrès, mais aussi bien d'autres gastro-entérologues qui viennent de partout dans le monde. Alors à Vienne en ce moment, il fait gris, il fait 10 degrés. Mais dans les communications, dans les sessions, il y a eu énormément de vent de nouveautés. Et je crois qu'on est là pour en discuter, messieurs, madame. Alors, laissez-moi vous présenter les personnes qui sont autour de moi, qui sont quand même d'éminents experts français. Alors, vous avez à ma gauche le docteur Marianne Achury, qui est gastro-entérologue au CHU de Lille. À ma droite, le professeur Guillaume Savoie, qui est gastro-entérologue au CHU de Rouen. Et puis, à ma droite encore, le professeur David Larry, qui est gastro-entérologue au CHU de Bordeaux. Bonsoir. Alors, tout d'abord, professeur Lahari, vous pourriez un petit peu nous brosser le bilan. Alors, il reste encore une journée demain, mais on a déjà un petit peu regardé les communications. Nous brosser le bilan d'abord de ce congrès qui dure 3 jours. Qu'est-ce qu'on sont général? L'UEGW, c'est un rendez-vous incontournable pour les gastro-entérologues et en particulier pour ceux qui s'intéressent aux maladies inflammatoires. Donc, on sait qu'on va avoir des informations, des scoops. On est venu chercher ça. On n'a pas été déçus. C'est un bon cru. 2018, c'est un bon cru avec des nouveaux traitements qu'on voit arriver. Ça va pas être pour tout de suite, mais avec des résultats qui sont déjà assez prometteurs. On va y revenir, avec aussi des traitements qu'on connaît bien, mais qu'on va manipuler de mieux en mieux. Nos bons vieux anti-TNF, l'ustekinumab. Donc là, il y a sur le plan thérapeutique, il y a des choses qui seront, je pense, applicables dès notre retour de Vienne. Et puis il y a aussi toute la discussion autour des biosimilaires, même si là, c'est pas vraiment la qualité scientifique des données qui a prévalu, mais plutôt le marketing des laboratoires qui sont derrière. D'accord, c'est déjà un beau bilan que vous nous dressez. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais avant tout, j'aimerais quand même qu'on ait quelques instructions pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent en direct. D'abord, sachez que vous avez un chat, donc vous pouvez discuter avec les autres participants au moment où vous nous regardez. Vous pouvez aussi poser vos questions aux intervenants en même temps que vous nous regardez, sachant que ces questions doivent quand même tourner autour des thématiques que nous discutons. Et puis, nous allons en direct aussi vous envoyer quelques sondages. Merci de répondre à ces sondages. Ça peut aussi nourrir nos discussions. Alors, docteur Marianne Achury, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans ce congrès? Alors, comme le disait le professeur Lahari, c'est vrai qu'il y a eu des communications sur vraiment beaucoup de domaines. Alors, la thérapeutique, évidemment, c'est ce qu'on vient chercher en premier, et on est toujours très impatient d'avoir des données sur les nouveaux traitements, sur les évolutions thérapeutiques. Mais moi, j'ai été très intéressée hier matin à une des toutes premières sessions où on a eu 2 communications qui sont issues de données de grandes cohortes européennes. Donc, c'est des données à l'échelle de l'Europe. Donc, ça... C'est pas grave. Donc, ce qu'on a entendu et qui m'a intéressé, je trouve que c'est un message qui est intéressant à avoir en tête, tant pour les médecins que pour les patients, c'est que on a dans l'idée qu'avec les nouveaux traitements, les nouvelles biothérapies, les anti-TNF et puis ceux qui arrivent, vedolizumab, ustekinumab, on coûte de plus en plus cher avec des traitements qui sont très coûteux, qui sont soumis à des règles de remboursement assez strictes, et en particulier en France. Et là, il y a une première étude qui a été montrée et qui finalement nous montre que certes, on utilise de plus en plus ces traitements-là qui coûtent cher, mais l'utilisation et la bonne utilisation de ces traitements-là finalement entraîne une diminution des coûts liés à la prise en charge médicale des patients, et un patient qui est bien traité, dont la maladie est contrôlée, y compris en utilisant des médicaments coûteux, mais finalement c'est un patient qui, en termes de coûts pour la santé, va pas coûter plus cher, parce que ce patient-là, il va être moins souvent à l'hôpital, il va se faire moins opérer, il va avoir besoin de moins de consultations, moins d'examens, etc. Et ça, c'est des coûts qui sont hyper importants, vraiment, et qui finalement coûtent plus cher que un traitement qui, certes, est coûteux quand on regarde sur
sur la boîte du médicament. Et ça, je pense que c'est un message qui est important. Quand on utilise à bon escient des traitements coûteux, finalement, on coûte moins cher que quand on les utilise pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Et en parallèle de ça, ils ont regardé ce qu'on appelle les coûts indirects, c'est-à-dire pas le coût lié aux médicaments, mais le coût un peu pour la société en général. Est-ce que le fait d'avoir une Mickey fait du patient quelqu'un qui va coûter cher à la société? Parce que il va avoir des arrêts de travail, il va être moins efficient et c'est essentiellement par rapport au monde du travail. Et là aussi, il y a un message que je trouve assez positif. Finalement, quand on est dans un système de santé qui offre les soins, comme c'est le cas en France, avec le système de la sécurité sociale, l'utilisation des traitements, selon les recommandations, permet de maintenir les gens sur le marché du travail de la même façon que quelqu'un qui est pas malade. Et du coup, ça ne va pas entraîner de coûts pour la société. Le fait d'avoir une Mickey, on a sa place dans la société de la même façon que quelqu'un qui n'a pas de Mickey. Je trouve que ça, c'est des messages qu'il faut avoir en tête, qui sont très importants et qui permettent de se déstresser un peu par rapport au fait qu'on utilise des médicaments qui sont coûteux. Oui, mais finalement, ça coûterait beaucoup plus cher de ne pas les utiliser finalement. Professeur David Larry, vous aviez une réaction à ce sujet ou rajouter quelque chose? Moi, je veux dire que ça vaut le coup. Je me souviens du vedolizumab et là, actuellement, c'est le tofacitinib, par exemple, qui est un sujet brûlant. Alors, professeur Guillaume Savoie, vous avez aussi assisté à quelques communications et dites-nous un petit peu ce qui vous a marqué dans ce congrès. Alors, j'étais particulièrement intéressé par deux communications un petit peu iconoclastes, parce que vous savez, quand on est malade ou quand on a c'est un événement dans la vie, on cherche toujours à essayer de savoir mais pourquoi ça m'est arrivé. Et vous savez que les gènes associés à la survenue plus fréquente, notamment de la maladie de Crohn, ont fait couler beaucoup d'encre depuis de nombreuses années. Et le premier d'entre eux, NOT2, avait été découvert par une équipe française à partir des familles du nord de la France. Et le gastroentérologue, le professeur Hugo, qui avait découvert ce gène NOT2 muté, a fait une communication particulièrement saisissante, puisqu'en fait, il a essayé de remonter à pourquoi finalement ce gène est arrivé jusqu'à nous et pourquoi est-ce qu'il est un désavantage finalement d'avoir ce gène NOT2 actuellement, qui fait qu'on va exprimer plus facilement que quelqu'un d'autre une maladie de Crohn notamment. Eh bien, l'hypothèse qu'il a soulevée est la suivante, c'est de se dire que finalement ce gène nous vient de nos ancêtres qui ont survécu à la grande peste. Vous savez qu'au Moyen-Âge, l'Europe a été décimée par la peste et que la réaction contre la bactérie de la peste est en partie conditionnée par des récepteurs qui sont à l'intérieur de la cellule. Et quand ces récepteurs sont mutés, la mutation NOT2, les gens sont capables d'avoir une réaction très violente pour se défendre contre cette bactérie. Et donc finalement, lorsque vous avez la peste, d'avoir la mutation NOT2, ça vous donne un avantage pour survivre puisque vous allez avoir une réaction beaucoup plus puissante. Alors bien sûr, on a beaucoup moins la peste ces derniers temps. Néanmoins, il y a des bactéries qui ressemblent à la bactérie de la peste, qui ont la particularité de vivre dans nos frigos. Vous savez, quand on stocke nos aliments dans notre frigo, on favorise une flore microbienne particulière, celle qui aime le froid. Alors il y a un mot très savant pour le dire, je l'écorche toujours, c'est psychotrophes. Et donc ces bactéries psychotrophes qui sont dans nos frigos, eh bien on peut y réagir de façon beaucoup plus intense lorsque l'on est muté NOT2, et cela pourrait être une hypothèse qui permettent de faire un lien entre un gène de susceptibilité, un changement dans notre mode de vie, l'arrivée des frigidaires, qui date à peu près de la même année que la description de la maladie par Monsieur Crohn dans les années 30, et l'apparition de la maladie. Alors c'est bien sûr pas une preuve, c'est bien sûr une idée très intéressante et surtout je crois qu'elle fait le lit de tout un tas d'idées qui vont aller dans ce sens. Est-ce que l'on peut relier les anomalies génétiques que l'on connaît à des facteurs dans l'environnement sur lesquels on peut jouer pour essayer de se prémunir contre ce risque? Donc une communication assez iconoclaste et assez rigolote de voir que finalement nous sommes tous des survivors. Ensuite, la deuxième communication sur laquelle je voulais faire un petit focus sont les mycobactéries atypiques. Vous savez que la flore, le microbiote est dans les starting blocks comme agent causal ou au moins un facteur favorisant de la maladie. Et il y a une grosse lutte dans les esprits des médecins puisqu'on a été formé à l'école pasteurienne, c'est-à-dire une bactérie,
une maladie. Et on voudrait, et certains d'entre nous voudraient faire rentrer les maladies inflammatoires, et notamment la maladie de Crohn, dans cette boîte. Pour ça, il nous faudrait une mauvaise bactérie qui soit responsable de la maladie. Et il y a une vieille maladie chez les vaches, qui s'appelle la maladie de Jones, qui est liée à une mycobactérie atypique, donc une bactérie qui est cousine de celle de la tuberculose, qui se loge dans l'intestin de ces pauvres ruminants, et qui va leur donner de la diarrhée, les faire maigrir. Et cette maladie, elle est très fréquente dans les troupeaux en Europe et aux États-Unis. Et donc, il y a des chercheurs américains qui ont proposé un essai thérapeutique. Ils ne changeaient rien à la prise en charge des patients avec la maladie de Crohn. Ils ajoutaient chez certains de ces patients 3 antibiotiques à prendre pendant 1 an. Donc, c'était pas un remède de cheval, mais on n'en était pas loin quand même. Et après ces 3 antibiotiques pendant 1 an, ils regardaient le score d'activité de la maladie et ils ont pu montrer que le score d'activité baissait. Alors on est resté un tout petit peu sur notre faim parce qu'on est devenu très exigeant dans les maladies inflammatoires. On veut non seulement que les gens aillent bien, mais on veut aussi que les lésions s'améliorent. Et là, ils ne nous donnaient aucune donnée sur les lésions et on ne sait pas si finalement cet effet des antibiotiques, il marche en faisant finalement une transplantation du pauvre, puisque en donnant des antibiotiques, on va détruire du microbiote et va se réinstaller une nouvelle flore. On ne connaît pas le mécanisme d'action, mais c'est une piste qui est intéressante et qui est ouverte et qui remet sur le devant de la scène une nouvelle bactérie potentiellement délétère, donc Mycobacterium avium paratuberculosis pour les savants. Donc voilà les 2 petits scoops que je voulais partager avec vous tous. Merci beaucoup. En même temps, mycobactéries, c'est quand même pas non plus une grande nouveauté. C'est vrai que c'est quand même une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre avec quelques essais qui n'ont pas été non plus très convaincants. Donc, on attend quand même de voir la suite. Hein. Alors, professeur Lahari, vous nous disiez aussi qu'on avait discuté d'autres choses, donc des nouveautés thérapeutiques. Est-ce que vous voudriez déjà commencer par nous dire de quoi on a discuté en termes de nouveautés thérapeutiques ? Alors, si je devais faire un peu le panorama de l'horizon des traitements actuels et à venir, on va se retrouver bientôt avec 5 familles de traitements pour traiter la maille de Crohn comme la rectocolite hémorragique. Alors, il y a des choses que tout le monde connaît, les anti-TNF. Donc ça, c'est notre bon vieil infliximab, notre bon vieil adalimumab, et puis il y a le golimumab. Et on voit maintenant même des formes d'anti-TNF qui vont être sans doute disponibles peut-être par voie orale et bientôt par voie sous-cutanée. Donc l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que finalement, il y a de moins en moins de malades qui soient dans les hôpitaux de jour, puisque les traitements pourraient être faits à ce moment-là à domicile. Donc les perfusions, les bonnes vieilles perfusions d'infliximab, que les choses changent. Ça, c'est une actualité avec les anti-TNF. Donc il y a toujours des choses à dire sur les anti-TNF. Deuxième famille, la famille des anti-intégrines, les molécules d'adhésion. Donc ça, c'est le vedolizumab. Il y a un développement d'un vedolizumab sous-cutané à la place du vedolizumab intraveineux, donc qui est imminent. Hein. Et puis il y a d'autres médicaments de cette famille avec des résultats qui sont encore préliminaires, mais des médicaments qu'on devrait avoir dans les années qui viennent. La famille numéro 3, c'est la famille de l'ustekinumab, anti-interleukine 12, interleukine 23, la voie donc des TH17. Et là, encore, il y a des nouveaux traitements qui arrivent derrière l'ustekinumab, qui vont sans doute être très efficaces pour traiter la maille de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il y a des données en dermatologie, dans le psoriasis et dans la polyarthrite rhumatoïde qui sont vraiment très encourageantes. Mais d'ores et déjà, l'ustekinumab, pour la première fois, on a eu les résultats de l'essai dans la rectocolite hémorragique et c'était un essai qui est positif. Donc on peut imaginer que très rapidement, on puisse avoir accès à l'ustekinumab dans le traitement de la rectocolite hémorragique. On l'aura en France, je pense, après échec des anti-TNF. Famille numéro 4, c'est les traitements par voie orale, donc les petites molécules. Et là, ce sont les inhibiteurs JAK. Et celui qu'on attend là imminemment, c'est le tofacitinib dans le traitement de la rectocolite hémorragique uniquement, parce que les essais sont négatifs dans la maille de Crohn. Mais ce tofacitinib a des petits frères et des petites sœurs, et là encore, avec des résultats qui sont vraiment, je pense, intéressants, et qui laissent entrevoir que cette famille-là de médicaments puisse arriver pour traiter le Crohn comme la RCH dans les années qui viennent. Et puis la dernière famille, celle-là, c'est les modulateurs de la sphingosine 1-phosphate, les S1P. Et donc là encore, c'est des petits traitements qu'on donne par voie orale, avec des résultats qui sont là encore assez encourageants, et on peut espérer que dans 4 ou 5 ans, il y ait ces traitements-là à disposition. Donc ça, c'est l'arsenal thérapeutique qui s'étend, mais qui va nous poser plein de nouvelles questions. Comment les utiliser, comment choisir, et puis surtout des questions sur la sécurité, quels sont les risques que l'on prend à utiliser ces nouveaux médicaments. Donc là, il y a plein de choses encore à découvrir. Vous voulez réagir là-dessus ? Oui, parce qu'on imagine toujours, lorsqu'il va y avoir des nouveaux traitements, que ça va être des solutions pour les patients en difficulté. Mais ça va aussi, je pense, impacter les patients qui vont bien, puisque vous savez que les médecins sont particulièrement fragiles à arrêter les traitements.
parce qu'on n'avait pas beaucoup de lignes thérapeutiques disponibles. Et je crois que l'arrivée de nouvelles armes, notamment les petites molécules qui vont faire qu'on ne s'immunise pas contre ces molécules, va nous inciter à faire prendre à utiliser des pauses thérapeutiques ou à commencer ce que les anglo-saxons appellent des drug holidays, donc des vacances sans traitement. Et je crois que ces vacances sans traitement, beaucoup de patients les attendent avec impatience, comme toujours les vacances d'ailleurs. Docteur Nachuri. Et puis, tu parlais de la sécurité, voilà, des risques liés à l'utilisation de ces nouveaux traitements. On sent quand même depuis que ces nouveaux médicaments se développent qu'il y a vraiment un focus dès les tout débuts du développement justement sur le profil de tolérance, la sécurité d'utilisation de ces médicaments. Et donc je trouve que, et là encore dans les communications qu'il y a eu, on a très très tôt des informations sur justement la tolérance, les effets secondaires des médicaments, chose qu'on avait un peu moins avant où on mettait surtout en avant l'efficacité. C'est vrai que comme aujourd'hui, on a de plus en plus de classes de médicaments, bien sûr, l'efficacité est toujours l'objectif principal quand on monte une étude, mais on sent que vraiment dès la communication des tout premiers résultats, dans la liste des choses absolument importantes à communiquer et à communiquer très vite, c'est la sécurité d'emploi du médicament. Donc je trouve que c'est important parce on a des données et du coup en général des données plutôt rassurantes sur les différents traitements qui sortent, et ça on peut les donner très très vite aux patients. Alors moi, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a finalement deux formes de progrès. Il y a les progrès qui sont effectivement liés aux nouveautés thérapeutiques, aux nouvelles molécules. Encore faudra-t-il savoir comment les utiliser, à quel moment et chez quel patient. Donc ça va être un enjeu quand même pour plus tard. Mais il y a aussi le progrès du mode d'administration quand même. C'est évident que finalement de passer de l'intraveineux à l'hôpital, en sous-cutané chez soi, puis finalement des sous-cutanés chez soi à des thérapies qui sont des thérapies par voie orale, ça aussi, c'est quand même d'une certaine façon une forme de progrès, même si le principe actif ne change pas. Qu'est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Oui, moi je crois que la prise en charge des Mickey dans les années qui viennent va complètement changer, parce qu'elle a été révolutionnée par l'arrivée de l'infliximab il y a 20 ans, où les malades, avant, ils étaient hospitalisés avec de la nutrition parentérale. Donc c'était l'hospitalisation conventionnelle qui s'est transformée à ce moment-là en hôpital de jour. Et actuellement, les hôpitaux de jour des centres qui font des maladies inflammatoires sont complètement saturés parce que le nombre de malades qu'on traite augmente et comme Guillaume Savoie vient de le dire, on n'arrête pas les traitements. Mais on entrevoit une nouvelle époque avec en effet des traitements qui vont être faits en ambulatoire, en ville, et puis avec des traitements oraux. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Ça va poser d'autres questions parce qu'on va être dans de l'éducation thérapeutique, mais ces problématiques-là, pour que les traitements soient bien pris à la maison, mais c'est génial. Quelqu'un d'autre veut réagir sur les progrès? Non, je suis vraiment d'accord avec ça, et je trouve que, ça va complètement dans le sens aussi de ce que tu disais, c'est-à-dire que autrefois les patients avec des Mickey étaient hospitalisés, opérés, enfin bref, passaient beaucoup de temps à l'hôpital. L'infliximab est arrivé, donc ils ont passé beaucoup moins de temps à dormir à l'hôpital, mais ils venaient en hôpital de jour pour les perfs. Et puis maintenant, il y a des biothérapies sous-cutanées, puis par voie orale, et on sent en effet que petit à petit, les Mickey vont sortir de l'hôpital. Ça va devenir vraiment voilà, de l'ambulatoire, comme on dit, c'est-à-dire des patients qui sont uniquement vus en consultation. C'est plutôt rassurant parce que ça montre aussi que la prise en charge a tellement changé qu'aujourd'hui, les patients ne sont plus à l'hôpital. Pourquoi ils y sont plus? Parce que c'est beaucoup moins grave aujourd'hui que ça n'était il y a 30 ans. Donc ça, je pense que c'est quand même un point. Voilà, ça met en exergue vraiment cette amélioration de la prise en charge. Guillaume? Oui, je vais faire le père Fouettard, puisque quand on doit prendre son traitement à la maison, on est tout seul face à sa boîte et il faut pas oublier de le prendre. Et c'est un gros challenge quand on a une maladie chronique que d'y penser chaque jour et de prendre son traitement. Donc les questions d'observance vont être aussi au cœur des nouvelles données avec ces petites molécules. Et d'ailleurs, vous appelez ça des petites molécules, mais elles ne sont pas si petites que ça, je veux dire, elles sont puissantes, n'est-ce pas? Et donc, elles sont puissantes et elles concernent quand même des malades qui ont des maladies qui ont des formes modérées à sévères de rectocolite hémorragique. Donc, c'est évident que quand on est à la maison et quand on prend un comprimé, on a l'impression de prendre un comprimé et que c'est pas forcément très puissant. Néanmoins, ceux-là sont relativement puissants et en effet, il ne faut pas oublier de les prendre. Oui, c'est juste. Ce sont des petites molécules par leur taille, pas par leur prix, ni par leur efficacité, ni par leur effet indésirable. Mais on connaît déjà une petite molécule qui s'appelle l'azatioprine, l'Imurel,
qui est une petite molécule par sa taille et par son prix, mais qui a quand même aussi une très grande efficacité et puis également quelques effets indésirables. Alors, si vous voulez bien, on passe rapidement aux biosimilaires, mais avant ça, d'abord, premièrement, je voudrais vous dire que à la question seriez-vous prêt à participer à un essai clinique, nos internautes sont à 58% prêts à participer à un essai clinique. Et puis, avant de passer aux questions, je voudrais quand même aborder la question des biosimilaires, puisque ça a été quand même effectivement quelque chose qui a été relativement discuté. En même temps, on sait que les biosimilaires, ça fait déjà un certain temps qu'ils existent avec l'infliximab, et ça a l'air d'être tout à fait maintenant rentré dans les pratiques. Et là, bientôt, biosimilaire de l'adalimumab, c'est-à-dire de l'Humira, hein, qui vient de perdre son brevet. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces biosimilaires de l'Humira? Alors bon, là, c'est une page importante qui se tourne, parce que c'est un moment capital, parce que l'intérêt des biosimilaires à l'échelle d'un pays, c'est de faire des économies pour la santé. Et idéalement, à ce moment-là, de pouvoir dégager des fonds qui vont nous permettre d'avoir des traitements qui coûtent cher et qu'on ne pourrait pas se payer sinon. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière les biosimilaires. Ensuite, il faut quand même qu'on puisse envisager le changement d'un adalimumab Humira, par exemple, vers son biosimilaire, dans des conditions de sécurité, d'efficacité et de similarité qui soient irréprochables. Donc ça, c'est vraiment démontré, mais en rhumatologie. Et les essais en rhumato nous laissent à penser que les biosimilaires de l'adalimumab, de l'Humira qui arrivent là, qui sont déjà à disposition pour 2 d'entre eux, sont vraiment similaires et aussi efficaces et aussi bien tolérés. On manque un peu de données en gastroentérologie. Et donc ça, c'est vraiment nécessaire d'en avoir, même si on a vu l'expérience qu'on a connue avec l'infliximab, le Remicade et ses biosimilaires, on est quand même vraiment rassuré. Mais voilà, donc là, il y a quelques données scientifiques à consolider, et puis il va falloir ensuite se retrousser les manches pour que tous ensemble, on soit à peu près motivés pour passer vers les biosimilaires de l'adalimumab, dans l'idée d'un souci pour notre société, pour notre communauté en France, de pouvoir faire des économies de santé significatives. Est-ce que vous vouliez réagir? Oui, je pense que c'est d'autant plus important de bien se mettre d'accord sur l'utilisation des biosimilaires, parce que comme tu le disais, l'objectif à terme est de faire des économies de santé, donc c'est vertueux hein, comme utilisation, tant de la part des médecins que des patients, que des laboratoires, que des pharmacies, que sais-je. C'est vrai que, comme on l'a vu là, hein, on voit arriver quand même de plus en plus de nouveaux traitements, de biothérapie, petites molécules, etc. C'est des traitements qui ont un coût élevé. On a vu quand même les difficultés très importantes vis-à-vis du remboursement des médicaments. C'est l'épisode antivio dans la maladie de Crohn. Clairement, dans les décisions initialement négatives puis positives qui ont été prises, le coût du médicament joue beaucoup. C'est vrai que si on montre voilà de la bonne volonté à réduire les coûts là où on peut les réduire, on aura peut-être aussi la possibilité, peut-être plus facilement, d'avoir accès effectivement à ces nouveaux traitements qui coûtent cher. On ne pourra pas les exiger si en contrepartie on fait pas d'efforts, quoi. Je vais adopter 2 secondes le point de vue du patient, hein. J'ai un traitement qui me convient et on me propose, pour des raisons qui sont celles de la société et de coût, de m'en administrer un moins cher. Et si je vois, moi, perdre mon effet, même si l'événement peut se produire, si je garde mon traitement d'origine, je vais quand même avoir une petite pointe de regret. Et donc, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que avec nos biothérapies, et notamment avec les anti-TNF, la lune de miel cesse un jour et qu'il y a des patients qui vont perdre l'effet alors qu'ils étaient installés dans un effet très bénéfique de leur traitement. Et ceci va se produire chez des gens chez qui on va proposer un biosimilaire et il y aura une concomitance entre les 2 événements. Et donc, il faudra essayer de faire cet effort collectif, de se dire, on le fait certes pour la société, il peut m'arriver quelque chose, mais ce risque pour moi, il n'est pas plus élevé que si j'avais continué. Mais c'est une petite gymnastique parce que le jour où l'effet arrive, comme toujours, c'est 100% pour celui qui a le pépin. Alors, on va passer aux questions assez rapidement maintenant parce que il y a énormément de questions d'internautes. Alors, il est évident, j'ai les questions. Il est évident que on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, donc je propose qu'on réponde aux questions les plus posées
et qu'on essaye effectivement de faire des réponses courtes pour essayer de répondre le plus aux questions. Alors, vous pensez bien que là, on est dans la sacro-sainte recherche médicale et scientifique. Alors, la première chose que posent comme question les personnes qui nous regardent, c'est la question de l'alimentation et du microbiote. Donc, est-ce que rapidement, on peut essayer de répondre de façon courte à la question de l'alimentation, et est-ce que si on a une meilleure hygiène de vie, est-ce que si on a une alimentation qui n'est pas industrialisée, la moins transformée possible, est-ce que ça peut changer quelque chose dans ma maladie? On a pas mal de témoignages dans ce sens. Et puis également la question du microbiote et de la modulation du microbiote. Et est-ce que le fait de pouvoir avoir une hygiène alimentaire permettrait il de moduler ce microbiote pour le bénéfice des patients? Qui veut répondre? Alors, c'est un congrès international où il y a beaucoup de chercheurs ici. Et donc, en effet, le microbiote, ça accapare, mais c'est le microbiote, plus on en sait, moins on comprend. C'est un monde très, très complexe. Donc, il faut vraiment pas voir les choses de façon simple. Par exemple, il y a une très belle cohorte française de malades qui ont été opérés pour une maladie de Crohn. On a regardé le microbiote avant l'opération, sur la pièce opératoire, après l'opération. Et on s'attendait à voir des choses et c'est pas du tout ce qu'on voit. Et c'est très, très hétérogène d'un malade à l'autre. Donc, clairement, s'il y a la clé des Mickey est dans le microbiote, ça, il va falloir attendre encore pour qu'on comprenne. Deuxième chose, c'est les aspects thérapeutiques. Donc, Guillaume Savoie a parlé des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, c'est pour le microbiote, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Il n'y a pas eu grand-chose sur la transplantation. Et les probiotiques, c'est une piste qui est un petit peu oubliée parce que les résultats sont décevants. La dernière chose, c'est les régimes. Donc, est-ce que un régime alimentaire peut protéger la maladie de Crohn? Mais ça, c'est pas tellement thérapeutique, c'est en amont. Et on a quand même dans l'idée que notre alimentation occidentale, qui est trop riche en tout ce qu'il faut pas, ben, c'est un facteur de risque de Mickey. Mais ça veut pas dire que parce qu'on mange mal, on va avoir un Crohn ou une RCH un jour. Hein. C'est un élément. Et ça veut pas dire non plus que si on se met à manger bio, vertueusement et ainsi de suite, on va guérir de sa maladie. Donc tout ça, ça a à voir, je crois, avec avoir une vie saine et manger sainement. En quelque sorte, on est du verbe être ce qu'on mange. Donc c'est sûr que si on mange bien, ben, on va être sans doute plus en forme que si on mange que les cochonneries. Quelqu'un d'autre veut réagir? Non, mais c'est vrai que là, on n'a pas eu de réponse particulière par rapport à ces questions qui restent complètement en suspens. On sent que cette piste quand même de la modulation et de l'effet du microbiote dans les Mickey, en effet, il continue à occuper un nombre incroyable de laboratoires, de chercheurs. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des quand on sort un peu du domaine des Mickey, et qui ont déjà fait grand bruit dans la presse sur, en effet, ce qu'on retrouve dans les selles chez tout un chacun, et avec en particulier la détection de plastique en quantité franchement anormale dans les selles. Donc le contrôle de notre alimentation, il est tellement complexe que je crois qu'aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue scientifique, on n'a pas les éléments pour pouvoir répondre, donner des guides alimentaires et une bonne façon de s'alimenter. Et voilà, une bonne hygiène de vie, bien sûr, mais on est encore aujourd'hui obligé de rester extrêmement vague. On maîtrise pas ce qu'on mange, en fait, même quand on essaye d'y faire très, très attention, quoi. Juste pour illustrer combien c'est compliqué, vous savez qu'on peut prescrire des régimes dans les troubles fonctionnels de l'intestin et notamment proposer aux patients de manger sans FODMAPs, alors sans lactose, sans petites molécules pas absorbées, pour essayer de diminuer leurs symptômes. Et donc il y a une équipe de chercheurs qui a testé cette hypothèse dans les maladies inflammatoires. On s'aperçoit que les patients ont moins de symptômes, mais quand on s'intéresse à leur microbiote, qu'est-ce qu'on voit? On voit la disparition de Faecalibacterium prausnitzii, et moi j'avais retenu que Faecalibacterium prausnitzii, c'était la bonne bactérie. Et donc, en modifiant notre alimentation, on va modifier notre microbiote et on ressemble actuellement davantage à des éléphants dans un magasin de porcelaine qu'à des docteurs quand on propose des régimes ciblés aux patients.
Alors, bon, moi j'en profite quand même pour vous dire que dans le prochain AFA Magazine qui sort en décembre, il y a tout un dossier sur le microbiote parce que c'est quand même une piste intéressante, énormément, enfin intéressante avec des aspects quand même relativement positifs dans les essais cliniques, notamment en France. Donc, il faut aussi faire perdurer cette piste. On est bien d'accord. Effectivement, il n'y a pas eu grand-chose au congrès sur l'alimentation cette fois-ci et sur le microbiote, mais il est évident que c'est une piste qu'il faut soutenir. Hein. D'ailleurs, à la fin, on soutient cette piste, en particulier de la grève fécale, mais il est évident que enfin mieux on mange et mieux on se porte. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne alimentation équilibrée, de saison si possible, n'est-ce pas? Et pas viennoise, par exemple, effectivement. On avait les résultats de notre sondage. On vous avait posé la question de savoir si vous étiez déjà allé voir la Web TV. Apparemment, seulement 45% vont sur la Web TV de l'AFA. Et c'est bien dommage parce que sur cette Web TV, vous avez tous les comptes rendus des congrès de gastro. Et encore une fois, vous aurez un certain nombre de vidéos de nos experts qui vont vous parler de thématiques dans ce congrès. Donc, je vous conseille d'aller sur la Web TV de l'AFA. Et je vois aussi que sur le sondage, 99% sont d'accord pour que l'AFA soit présente dans les congrès. C'est vrai que ça change quand même quelque chose, hein, finalement, qu'une association de patients vienne dans les congrès et interviewe les experts. Ça permet vraiment d'être complètement à jour des news de la recherche. Et puis aussi, ça permet quand même de pouvoir parler aux patients de tout ce qui se passe et de la vivacité quelque part de cette recherche. Hein. Il y a quelques années, dans les Mickey, il y avait moins de recherches, beaucoup moins de gens s'intéressaient aux Mickey. Et on voit bien à quel point aujourd'hui il y a un nombre de chercheurs, de gastro-entérologues qui s'intéressent aux Mickey. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si je peux faire un commentaire, c'est que la recherche française, elle est très très en pointe dans le domaine des Mickey, et je pense que la faille est pour quelque chose. Parce que c'est vrai que quand il y a un Français qui va faire une présentation et que au sortir de sa communication orale, il y a l'équipe de l'AFA qui l'interviewe aussitôt, ça donne mais vraiment une consistance et une réalité de cette le monde un peu théorique, le monde des congrès, des communications orales, avec justement la prise en charge au jour le jour des patients atteints de Mickey. Donc c'est très très bien, c'est très important. Alors, est-ce qu'il y avait encore autre chose qu'on voulait dire sur des news que vous vouliez éventuellement réagir là-dessus? Il y avait quand même quelques. Alors, on va pas parler de tout aujourd'hui, mais il y avait une communication sur le cannabis. Vous verrez sur la Web TV de l'AFA Xavier Roblin qui parle de cette communication sur le cannabis. C'était un essai clinique israélien et donc les résultats. Vous les verrez sur la Web TV de l'AFA. Je fais déjà un petit teaser suspense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui vous intéressait? Moi, j'ai eu un coup de cœur justement pour une étude de Xavier Roblin qui, alors on a parlé de nouveaux médicaments, mais encore faut-il bien utiliser ceux qu'on a depuis un certain temps. Moi, je suis convaincu que plus le temps avance, mieux on utilise les anti-TNF. Et par exemple, Xavier Roblin nous a montré que il fait de la recherche très compliquée, hein, mais que chez un malade qui a perdu l'efficacité d'un premier anti-TNF parce qu'il a des anticorps contre ce médicament-là, mais quand on débute un deuxième anti-TNF, il faut toujours y associer de l'azatioprine, de l'Immurel. Voilà, ça c'est hyper concret et c'est un message qui pourra être appliqué dès les prochains jours quand on sera de retour dans nos centres respectifs. Et alors j'ai des questions quand même sur la calprotectine fécale, puisqu'on parle des marqueurs ou des biomarqueurs. Je pense que ça c'est quand même ça a un intérêt. Il y a un certain nombre de personnes qui posent la question de savoir si à un moment donné ça va pouvoir alléger, par exemple, les coloscopies, etc. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors la calprotectine fécale, on le voit aujourd'hui dans toutes les communications de congrès, dans tous les essais thérapeutiques, c'est vraiment devenu un outil d'évaluation d'efficacité des médicaments. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore utilisé de manière très courante parce que pour l'instant pas pris en charge et donc un petit peu compliqué à utiliser en pratique tous les jours. Mais la réponse est à mon avis oui, c'est-à-dire que l'utilisation, quand elle va pouvoir se généraliser de cette calprotectine fécale, permettra probablement de faire l'économie d'un certain nombre d'examens endoscopiques, que ce soit dans la maladie de Crohn ou dans la rectocolite hémorragique. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va complètement arrêter de faire des endoscopies, ça malheureusement on n'en est pas encore tout à fait là, mais en tout cas en termes de fréquence d'examen et surtout de suivi beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus régulier, je pense que ça sera une aide très très importante et on va l'utiliser de plus en plus, c'est sûr.
D'autres réactions sur les biomarqueurs en général? Oui, clairement, dans la prise en charge actuelle des maladies inflammatoires, on veut que le patient aille bien. J'ai l'habitude de dire que c'est le minimum syndical. On veut que tout signal inflammatoire soit contrôlé et qu'il n'y ait plus de ces signaux inflammatoires tant dans le sang que dans les selles. Et la calprotectine a toute cette place ici. Et à l'extrême, on veut que les lésions aillent bien. Alors, est-ce qu'on pourra se passer de cette évaluation des lésions avec la deuxième étape, je l'espère, dans un certain nombre de situations, mais il faut essayer d'obtenir ces 3 niveaux de contrôle de la maladie. Et plus on est exigeant sur ce contrôle de la maladie, plus on a de chances d'empêcher que l'histoire naturelle ne s'écrive. Et parfois, c'est une chose importante que de contrôler ces 3 niveaux et de le faire assez régulièrement. Et la calprotectine, pour peu que ce soit à peu près acceptable à réaliser, c'est un des moyens de contrôler ça. Mais dans l'idéal, une calprotectine qui se doserait sur une goutte de sang, ce serait parfait. Et moi, justement, j'ai une question que je trouve intéressante, c'est finalement pourquoi toute cette panoplie de traitements n'agit pas sur certains cas. Et je crois on arrive quand même à un point qui est intéressant, c'est finalement il y a beaucoup de traitements et l'idée c'est de savoir en fait chez qui les utiliser et chez qui prédire qu'en fait ces traitements seront efficaces. Ça, c'est une voie de recherche quand même très très intéressante. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Alors, on voudrait faire de la médecine prédictive, d'où la médecine personnalisée, de la médecine de précision. Tout ça, c'est des terminologies qu'on a maintenant. Et c'est vrai que plus on a de médicaments, l'éventail thérapeutique s'élargit, plus on aimerait savoir à qui donner le médicament A, à qui donner le médicament B, et ainsi de suite. Ça, c'est dans un monde rêvé. Cet objectif qui est de rechercher de la prédiction, aujourd'hui, est quand même assez décevante, même avec les anti-TNF, même avec les immunosuppresseurs. Alors, on a des fois, quand même, une petite étude positive, mais la plupart sont négatives. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les traitements dont on dispose aujourd'hui, c'est extraordinaire. On a quand même des avancées thérapeutiques qui sont majeures. Certes, il y a toujours des malades qui sont en impasse thérapeutique, pour lesquels il faut encore envisager la chirurgie. Je pense notamment dans la RCH où la chirurgie, c'est quand même le traitement ultime. Dans la maladie de Crohn, la chirurgie peut s'envisager aussi beaucoup plus tôt, quand la maladie est assez limitée. Et on aura toujours des malades qui seront en impasse thérapeutique, même quand on aura 10 ou 20 médicaments. Donc ça existera toujours parce que il y a des maladies qui sont de plus en plus réfractaires. Donc ça me paraît être inévitable. Voilà. Alors, bon, je vois que là, l'heure avance, il est 18h38. On avait prévu oui, à peu près 3/4 d'heure de direct parce que c'est pas évident. Moi, j'aimerais simplement que si vous aviez un message à faire passer à nos patients sur aujourd'hui l'avancée de la recherche, qu'est-ce qu'on fait dans ces congrès, quel message vous auriez eu envie de faire passer aux patients qui nous regardent aujourd'hui? Alors, ça doit être le privilège de l'âge. Je suis allé à pas mal de congrès et ce n'a fait que quelques années qu'on voit le plafond de verre éclater. Puisqu'on est allé dans ces congrès, on a vu beaucoup d'essais thérapeutiques qui ont accouché de résultats négatifs. Et depuis 2 ou 3 ans, l'espoir a changé de camp puisque les essais sont positifs. Alors bien sûr, la route va être longue, mais je crois que l'objectif de contrôler ces maladies à moyen terme, il est accessible. Moi, un message assez simple qui est que les MICI, c'est vraiment actuellement le cœur de la gastroentérologie. Il y a vraiment une dynamique de recherche mondiale dans le domaine des maladies inflammatoires et que cette recherche ne passera que parce que des patients y participent. Donc, les résultats du sondage qui ont été donnés tout à l'heure, c'est fondamental. Nous, on pourra pas développer, non pas des nouveaux médicaments, c'est pas notre boulot, c'est le boulot des firmes, mais savoir comment mieux utiliser les médicaments, c'est par exemple, c'est la thématique de recherche du JETED, quelles sont les meilleures stratégies thérapeutiques sans que des malades participent aux essais qui sont actuellement en cours et ceux qui viendront après. Donc, on compte sur vous. Et je vais dans la ligne droite de ce que tu viens de dire. Les nouveaux traitements qui se développent dans les maladies inflammatoires souvent dépassent un peu le domaine des maladies inflammatoires et s'appliquent à d'autres maladies inflammatoires que celles de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, de la peau ou autres. On voit, il y a eu encore le Stelara, l'ustekinumab là récemment dans le lupus. Raison pour laquelle la recherche dans les MICI est très importante, ciblée sur les MICI, mais elle l'est aussi parce qu'elle intéresse d'autres équipes, d'autres chercheurs, d'autres médecins, d'autres spécialistes. Et tout ça, on est fait grâce à des essais thérapeutiques et au développement de molécules.
Et tout ça, ça paye, en effet. Là, quand on voit le congrès, il y a, donc là, c'est pas un congrès que sur les Mickey, hein, c'est un congrès d'hépato-gastro-entérologie européenne. Les salles dans lesquelles il y a des communications sur les Mickey sont quasi inaccessibles. Il faut arriver une demi-heure à l'avance pour espérer avoir une place assise. Honnêtement, c'est manifestement pas le cas dans les autres sessions. Les Mickey, c'est un domaine dans lequel les gens se sentent très impliqués, savent qu'il y a de la nouveauté, savent qu'il y a des nouveaux traitements, savent qu'il y a une évolution extrêmement rapide dans la prise en charge, la façon dont on prend en charge, on soigne les patients. Et du coup, les gastro-entérologues, c'est un domaine qu'ils connaissent de mieux en mieux. Donc ça, je pense que c'est aussi un message qui est important. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les gastro-entérologues et probablement un peu plus que d'autres domaines de la spécialité. Eh bien, merci beaucoup pour ce direct à Vienne. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, si vous souhaitez regarder le podcast de cette émission, vous pouvez le faire sur YouTube, sur notre chaîne Web TV AFA. Surtout, restez connectés sur notre chaîne. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'au bout. Vous aurez bien entendu d'autres directs de l'AFA et donc renseignez-vous sur le site de l'AFA pour aller voir tous les autres directs. En général, c'est plutôt une fois par mois. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouveau direct de l'AFA. Merci, bonne soirée.